Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, Il a été un des hackers les plus célèbres de la communauté de l'open source. Elle est aujourd'hui une femme politique clé du gouvernement taïwanais. Audrey Tang, la ministre pirate du numérique, c'est notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, tu vas nous plonger dans l'univers des selfies, un peu comme une archéologue. Tout à fait. Je vous invite aujourd'hui à nous demander d'où vient le selfie, ce qu'il dit sur nous, ce qu'il dit sur notre rapport au monde aussi et notre rapport à nous-mêmes. Ah, miroir, mon beau miroir, on attend vraiment de te suivre dans cette aventure-là. Jeanne, le talk Vivatech, c'est presque un cri de ralliement. En tout cas, c'est celui de l'écosystème européen qui est poussé tous les mois de juin depuis 6 ans désormais, 6e édition donc, pour l'événement qui ouvre ses portes à Paris ce mercredi, dans un contexte où les citoyens du numérique mettent la tech au défi et où les conditions économiques sont quand même en train de changer. Alors à quoi faut-il s'attendre? Le numérique a-t-il encore son mot à dire pour créer un impact positif? Pour en parler à nos côtés, la CEO de Vivatech, Julie Ranty. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et puis, en deuxième partie notamment de cette émission, on va partir dans une séquence immersion, quand la réalité virtuelle nous permet de mieux apprendre les langues étrangères. Et ce sera avec vous, Maria Lemura. Vous êtes la fondatrice de Beyond Words. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et c'est littéralement le personnage de la tech qui défie toutes les idées reçues. Audrey Tang a signé homme à la naissance et ministre du numérique depuis 2016. Elle est devenue le symbole du progressisme démocratique à Taïwan, véritable génie de l'informatique. C'est une adepte de la transparence radicale. Son portrait tout de suite avec Édouard Deniau. C'est l'un des profils les plus atypiques de notre catégorie rôle modèle. Audrey Tang est passée de hacker à ministre de son pays, Taïwan. Né homme sous le prénom d'Autridius en 1981, le petit garçon est un élève surdoué, comprenant souvent les concepts avant même que les professeurs n'aient fini de les expliquer. Il quitte l'école à l'âge de 14 ans pour suivre un enseignement mieux adapté à ses capacités et suivre de plus près sa passion pour Internet. Il avait appris le langage Perl dès l'âge de 12 ans. À 16 ans, il lance sa première entreprise de technologie de l'information. Il progresse rapidement, aussi bien dans la programmation informatique que dans la gestion. Et il devient l'un des meilleurs hackers au monde en s'appuyant notamment sur les logiciels libres et l'open source. En 2005, à l'âge de 24 ans, Autridius effectue sa transition pour devenir une femme et prend pour prénom Audrey. Après avoir collaboré avec certaines des plus grandes startups de la Silicon Valley, Audrey prend sa retraite à 33 ans. La même année, éclate le mouvement des tournesols au printemps 2014 à Taïwan. Très investie dans cet élan de protestation, elle participe au développement de V-Taïwan, un processus de co-construction des lois en lien avec le numérique. Le 1er octobre 2016, elle devient ministre du numérique de Taïwan, ce qui fait d'elle également la première ministre transgenre au monde. Audrey Tang est une fervente adepte de la transparence radicale. Avec elle, tout est disponible en ligne et ouvert aux citoyens. Son agenda et ses interviews sont consultables en ligne. De plus, toute personne, quel que soit son âge ou sa situation, peut prendre rendez-vous avec elle et lui soumettre sa proposition pour le gouvernement. Et voilà pour Audrey Tang à Taipei, à Taïwan. Avoir ces rôles modèles, les propulser sur le devant de la scène, c'est aussi une des missions de grandes conférences, de grands événements tech comme Vivatech, Julie Ranty. Oui, j'en suis convaincue depuis la première édition. C'est en mettant sur scène des femmes inspirantes qu'on montre à toutes les autres femmes que c'est possible, qu'elles peuvent se lancer, qu'elles peuvent elles aussi devenir développeuses, ministres du numérique, hackeuses ou directrices du digital dans tel ou tel grand groupe. Et c'est aussi pour ça que dès le début, on a pris le parti de mettre un quota de 40% de femmes speakers on stage à Vivatech. Et j'espère qu'on sera très rapidement aux 50%. Mais pour ça, il faut qu'on ait beaucoup plus de femmes sur les rangs de l'écosystème et dans la tech. Et Vivatech, j'espère, y contribue. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, sur le plateau de cette émission, on a plein de femmes, rôle modèle justement de la tech. Julie, moi, mon rôle modèle, c'est Jeanne, vous le savez, notamment sur l'art. Et puis, Maria, vous êtes start-upeuse, vous avez monté votre boîte, elle est basée à Montpellier, c'est Beyond Words. L'importance des rôles modèles, ça a été crucial pour vous de voir aussi d'autres femmes qui vous prouvent que oui, c'est possible de le faire? Oui, tout à fait. Surtout parce que je ne viens pas d'un parcours de business school ou d'économie, je viens d'un parcours de traduction, études en langue, donc complètement différent. Et voir des modèles qui sont si inspirants
m'a vraiment poussée à commencer mon parcours et me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. L'inspiration, l'entrepreneuriat et l'innovation, ça tombe bien, on va en parler puisqu'on vous emmène pour cette toute première partie de l'École du Futur dans les coulisses de la première conférence tech en Europe. On ouvre notre talk. Et ce tout premier événement, en termes évidemment d'ampleur en Europe, c'est Vivatech, c'est le vôtre, si j'ose dire, Julie Ranty. En tout cas, vous le dirigez depuis plusieurs saisons désormais, une 6e édition. Un événement comme celui-là, c'est un atout réel pour l'écosystème européen, l'écosystème français. Je le pense, en tout cas, je l'espère, et c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Vivatech, la création de Vivatech, c'était en 2016, et ça a coïncidé avec l'accélération de l'écosystème tech français et européen. À cette époque-là, il y avait autour de 5 licornes. On en est à 26 aujourd'hui. On a gagné 3 ans. En fonction, en fonction de la manière dont on compte. Il y a toujours un décompte un peu particulier. On a 3 ans d'avance par rapport à l'objectif de 2025 qu'avait fixé le président Macron. Et je pense que Vivatech, ce que ça permet de faire pour l'écosystème, c'est de connecter à des grands groupes pour que les startups, elles trouvent des clients, du business, qu'elles développent leur business à Vivatech. Pour certaines, c'est 25% des leads annuels qui sont générés à Vivatech. 2, c'est des rencontres avec des talents qui vont les rejoindre parce qu'on sait que l'attractivité des talents, c'est un des focus numéro 1 des startups aujourd'hui pour leur croissance. 3, c'est une exposition médiatique, notamment pour le B2C, pour les boîtes en B2C, c'est hyper important. Et 4, c'est des rencontres de partenaires avec lesquels collaborer, lancer des projets, y compris à l'international, puisque Vivatech, c'est un événement qui se passe à Paris, qui a été créé à Paris, mais qui a eu dès le début une portée très internationale. Et donc je pense que par ces différentes briques-là, on a pu accompagner et permettre à un grand nombre de startups, puisqu'on en accueille plus de 10 000 chaque année, de grandir et d'accélérer. Et pour celles ou ceux qui n'auraient pas eu la chance de pouvoir se rendre dans les travées de Paris Expo pour assister à Vivatech, on va expliquer le principe. Il y a d'abord 3 jours qui sont vraiment ciblés pour un public d'entrepreneurs, de scale-uppers, de start-uppers, médias aussi bien évidemment, investisseurs et investisseuses, parce que forcément il faut aussi donner du fuel, si j'ose dire, en numéraire et pas que à cette industrie. Et puis il y a une journée qui est très importante, c'est celle du samedi, une journée grand public à laquelle vous conviez les familles, les parents, les enfants pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis du numérique. Ça a toujours été un des fondamentaux de Vivatech. Ça l'est plus que jamais important pour vous aujourd'hui? Oui, l'ambition de Vivatech a, depuis le début, été d'ouvrir le secteur de la tech et du numérique au plus grand nombre, de susciter des vocations, on en parlait avec des rôles modèles, de permettre à toutes et tous de non seulement comprendre de quoi demain sera fait et comment le numérique transforme notre quotidien avec des nouvelles formes de mobilité, ça redessine les villes, ça réinvente la manière dont on apprend à l'école, bref tout ça, mais aussi comment est-ce qu'on peut se mettre le pied à l'étrier en venant à Vivatech, en trouvant un job dans la tech ou en montant sa start-up. Donc dès le début, on s'est dit, c'est un très bel événement qu'on construit pour les professionnels du monde entier pendant, à l'époque 2 jours, maintenant 3 jours. On veut l'ouvrir au plus grand nombre et donc on veut que les professionnels reviennent le samedi, mais cette fois avec leurs enfants. On veut que tous ceux qui sont curieux et passionnés du numérique puissent y avoir accès. Et viennent en famille ou entre amis le samedi pour écouter des conférences, pour découvrir des innovations ou pour rencontrer d'éventuels partenaires avec lesquels lancer leurs projets. Et c'est le cas notamment sur cette journée de samedi pour cette 6e édition avec un focus particulier mis sur l'EdTech, les startups et les scale-up des technologies de l'éducation qu'on aime particulièrement ici dans l'École du Futur, comme vous le savez. C'est important aussi parce que je crois que cette année en particulier, vous allez accueillir près de 3000 jeunes filles à Vivatech pour leur montrer qu'on peut motiver, qu'on peut co-construire un parcours justement pour ces métiers du futur dans les technologies du numérique. Exactement, on a créé ce parcours avec l'association Wogitech et Simplon en partant du constat qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 10% de femmes seulement à la tête des startups, seulement 25% de femmes dans le secteur du numérique. On ne veut pas s'arrêter à ces chiffres-là. Et une des manières de faire changer les choses, c'est de valoriser des rôles modèles, c'est d'inviter des jeunes filles à des événements comme Vivatech, c'est de leur permettre de rencontrer des femmes qui travaillent dans la tech, qui sont entrepreneurs elles aussi, et de leur dire qu'elles puissent leur poser toutes les questions. Mais comment tu as eu l'idée? Comment tu as fait? Quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer?
qu'est-ce qui t'a donné le coup de pouce et qui est aussi un cercle d'entraide qui se crée. Et donc, on aura 3000 jeunes filles qui non seulement assisteront à une grande conférence avec des femmes entrepreneurs comme Joséphine Goub de Systech qui sera là, comme également Catherine Barba, serial entrepreneuse. Grande figure du retail et du shopping online français. Oui, et de l'éducation maintenant aussi, puisqu'elle a un projet en la matière. Sur les écoles. Oui. Exactement. Donc, qui viendront nous partager leur parcours. Ensuite, il y aura un parcours un petit peu gamifié dans l'événement, comme une chasse au trésor, pour permettre aux jeunes filles de découvrir en fait toutes ces innovations, toutes les technos et les bonnes personnes de manière ludique, pour que ce soit aussi un plaisir pour elles. Donc, on est ravis. C'est la première fois qu'on monte ce programme. Donc, on est très heureux de le porter cette année. Avoir des programmes qui permettent de gamifier, de mettre de l'enjeu et puis aussi de dédramatiser finalement ce que peut être le parcours d'une entrepreneuse dans le numérique. Maria, vous le disiez tout à l'heure, vous venez, vous, d'un secteur qui est différent, qui est celui de la traduction. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission en détail, mais ça vous aurait finalement aidé d'avoir des parcours simplifiés, qu'on puisse vous permettre aussi d'entrer en contact plus facilement avec des entrepreneuses qui ont essuyé les plâtres avant vous? Oui, surtout au début, ça reste assez compliqué de comprendre les mécanismes qui règlent le monde des entreprises. Déjà, à partir des statuts jusqu'à vraiment la création du projet, les fonds, tous les aspects sont assez compliqués si on ne vient pas d'un domaine similaire ou lié au monde des entreprises. Donc ça reste effectivement compliqué, surtout si on n'a pas un réseau au début, d'avoir toutes les informations nécessaires. Donc oui, c'est effectivement avoir un parcours qui puisse aider est fondamental pour pouvoir se concentrer vraiment sur le projet, qui est ce qui rend à la fin l'entreprise unique et qui apporte cette valeur ajoutée au monde des entreprises et en France, à l'international. Et la force du réseau, c'est là aussi une des valeurs ajoutées de Vivatech, parce que c'est vrai que vous appuyez sur des partenaires qui sont des grands groupes. Chaque grand groupe va héberger des startups et scale-up qu'il a minutieusement choisi, soit en fonction de son business model, soit en fonction d'une velléité aussi de recherche et développement qui peut l'intéresser pour son secteur. Ça fait 6 éditions que Vivatech existe. Vous en êtes la CEO depuis plusieurs éditions maintenant. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce secteur tech? Parce qu'on ne va pas se mentir, on est entré quand même dans une phase en 2022 où les conditions à la fois de financement de l'écosystème sont en train de se réduire et puis on a affaire à des utilisateurs, utilisatrices qui savent très bien qu'elles sont aussi citoyens et citoyennes du numérique et qui mettent la tech au défi. Effectivement, j'ai pu suivre le développement de cet écosystème depuis le début. J'ai participé à la création de Vivatech. Ce qu'on voit, c'est que quand on a créé Vivatech en 2016, on a commencé à travailler dessus en 2015, l'enjeu, c'était encore de multiplier le nombre de créations d'entreprises, de faire en sorte qu'il y ait le plus de startups qui se créent, que cet esprit entrepreneurial se diffuse encore plus largement en France et en Europe, et qu'on aille au bout de nos idées et qu'on tire profit aussi de l'extraordinaire qualité des formations qui sont dispensées en France, comme ils ont pu le faire dans la Silicon Valley avant nous. 6 ans plus tard, on a nos 26-27 licornes, donc on voit que l'écosystème a gagné en maturité de manière très conséquente. Les enjeux premiers de la tech aujourd'hui, c'est accéder à des gros tours de table, les 100 millions et plus, et ça va être encore plus le cas dans les mois à venir, puisqu'on voit qu'il y a effectivement une éventuelle récession à venir, ou en tout cas, pour l'instant, une prudence de la part des investisseurs. Ouais, l'enveloppe des VC est en train de se réduire, ou en tout cas est en train de se déporter sur des projets peut-être un peu plus mesurés, plus rentables, mesurables. Exactement, plus rentables facilement. Mais donc le premier, c'est l'accès à des gros tours de table. Le deuxième, c'est l'accès à des bons talents. Le troisième, c'est le développement à l'international. Et c'est ça les 3 gros challenges des scale-up aujourd'hui. La manière dont l'écosystème est en train de bouger et le contexte est en train de bouger fait qu'effectivement, il y a un attentisme dans les stratégies d'investissement et un recentrage des stratégies d'investissement vers des projets qui sont rentables plus rapidement, qui ont des mesures comme l'ARR, l'annual recurring revenue, notamment pour les entreprises en B2B,
qui mesure en fait les revenus récurrents qu'une entreprise est capable de générer, où du coup c'est pas soumis à des investissements marketing pour faire de nouvelles acquisitions, de nouvelles dépenses en matière d'acquisition client, où là on sait sur plusieurs mois combien la boîte va toucher. Ça, c'est des indicateurs qui sont très rassurants pour les investisseurs et qui vont privilégier aujourd'hui devant un potentiel de croissance à horizon 24-36 mois qui était pas mal regardé avant. Donc nous on sera hyper vigilants là-dessus, on va beaucoup en parler à Vivatech, ce que ça veut dire. On a aussi constaté qu'il y avait eu certaines boîtes qui, en anticipation, pas encore en France, surtout aux États-Unis et un petit peu en Europe, faisaient des plans de licenciement dans leur entreprise. Donc, on va discuter de tout ça pour essayer de donner les clés aux entreprises qui participent sur la manière de s'adapter à ce contexte-là. Oui, et l'écosystème numérique, c'est un écosystème global et dont la viralité en matière de tendance, qu'elle soit en investissement ou qu'elle soit justement en emploi, va extrêmement vite. Je rajoutais juste un point par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les attentes des consommateurs et sur la manière dont l'écosystème a évolué. Je pense que ce qu'on a vu aussi, c'est que et les consommateurs, et les investisseurs, et les talents sont aujourd'hui, exigent de la tech, exigent plus de la tech, exigent plus de responsabilités, exigent une plus grande prise en compte des impacts environnementaux et exigent que la tech s'adresse à répondre, s'attaque à répondre à ces défis-là. Et devienne une véritable solution. Exactement. Plus source de problèmes. Exactement. On connaît l'empreinte environnementale de la tech. Aujourd'hui, on a besoin de voir encore plus de startups qui vont s'attaquer aux défis de la dépollution des océans, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la captation du carbone dans l'air. Et on aura pas mal d'innovations sur cette thématique-là qui seront à retrouver à Vivatech parce que c'est aussi la manière dont nous, on souhaite inciter les entrepreneurs, les chercheurs du monde entier à concentrer leurs efforts pour adresser ces grands enjeux-là. Oui, parce qu'il y a plusieurs piliers sur l'édition de cette année. La technologie au service de l'environnement, vous venez de le citer, de la diversité et l'inclusion, qui vont aussi mettre en avant, comme chaque année, on le répète à l'envi ici sur le plateau de l'École du Futur, mais oui, seulement 10% de femmes sont aujourd'hui présentes dans les métiers du numérique. Il y a aussi une énorme problématique, on revient à la problématique des fonds et des investisseurs, mais oui, en général, malheureusement, et c'est notamment le constat que fait Sista, une association qu'on connaît bien ici aussi, tous les ans, les VC investissent moins quand des fondatrices présentent leur pitch plutôt que des fondateurs. Question aussi très importante sur la cybersécurité, la mobilité du futur et puis le buzzword du moment, mais je sais qu'on pourra le décrypter comme il se doit à Vivatech, le Web3 qui redonne le pouvoir aux créateurs, aux utilisateurs. Le Web3, on ne pouvait pas passer à côté. Le Web3 et le métaverse, on ne pouvait pas passer à côté. À Vivatech, tout le monde en parle, tout le monde essaye de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les applications concrètes. Et donc, Vivatech est là pour décrypter cette tendance, pour montrer des exemples aussi, des cas d'usage concrets. On en a un certain nombre dans le luxe notamment. LVMH s'est créé un avatar, Livy, pour maintenant personnifier sa relation client. Ils ont également lancé une montre avec Bulgari à laquelle est attaché un univers digital auquel on peut accéder en détenant la montre, ainsi qu'un NFT associé. Dans le divertissement, on a une startup qui s'appelle Stage 11 qui réinvente la manière dont on expérimente en fait les concerts de musique. Et d'ailleurs, on aura à Vivatech un grand concert de musique le samedi avec Stage 11. Donc ce sera l'occasion non seulement d'en discuter avec eux, mais aussi de le vivre, de voir à quoi ça ressemble. Et quand on regarde un chiffre, en fait, c'est Gartner qui a sorti ce chiffre-là. Ils disent que en 2026, il y a 25% des gens qui passeront au moins 1 heure par jour dans le métaverse. Ouais. Donc en fait, quand on voit l'usage que ça s'apprête à occuper, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les startups, les grands groupes, tout le monde se disent « Ok, mais qu'est-ce que ça peut donner pour mon business ? Comment ça peut me rapprocher de mes clients ? Comment ça peut redonner effectivement du pouvoir à mes clients ? Comment ça peut me permettre de sécuriser certains flux ? Et comment je peux en profiter pour me développer ?» Encore faut-il savoir de quel métavers on parle exactement. Mais ça, c'est encore un autre débat. Je te voyais, Jeanne, réagir au nom de NFT. Oui, non, ça me rappelle des souvenirs, mais c'est surtout cette montre qui ouvre sur un NFT, pourquoi pas ? Mais absolument, tout est permis avec le Web3 et en tout cas, c'est des innovations qu'on pourra vraiment voir vraiment de façon tangible à Vivatech sur ces jours qui s'ouvrent à Paris Expo. Vivatech, c'est aussi l'école des startups ? Oui, tout à fait. Elle pitch à Vivatech, elle rencontre des fonds à Vivatech, elle trouve des clients et puis on les accompagne du projet de création jusqu'à la très grande scale-up
qui est sur scène et qui devient la start-up inspirante. Je prends un exemple, c'est Klaxoon, qui est la première année qui était à Vivatech, accueillie par un partenaire qui, je pense, avait un petit stand de 4 mètres carrés, c'était pas encore très nombreux. Aujourd'hui, c'est un de nos très grands partenaires parce que c'est à Vivatech qui rencontre plein de grands groupes du CAC, plein d'acteurs internationaux avec lesquels ils signent des contrats et qui développent leur activité, notamment en Europe et à l'international. Et il y a notamment aussi un Startup Challenge, si je ne m'abuse. Alors, il y a le Next Unicorn Challenge qui, lui, va aller, évidemment, tenter de spotter la prochaine licorne du marché. Mais il y a surtout ce concours inter-école, Next Startupper Challenge, j'y reviens. Ça consiste en quoi exactement et quelles écoles allez-vous chercher sur ce concours ? Sur le Next Startupper Challenge, on a énormément d'écoles et d'universités qui participent, profil ingénieur, commerce, design, scientifique, qui proposent les projets les plus prometteurs portés par leurs étudiants et dont les finalistes se retrouvent à Vivatech pour présenter leurs projets. Cette année, ils ont tous planché sur des enjeux for good. Et donc comment, encore une fois, la tech peut être vecteur de changement positif pour notre environnement ou nos sociétés. Et donc ce sera la finale le samedi qui aura lieu sur scène à Vivatech. Et on attend justement de les voir pitcher leurs projets, justement ces technologies, ces innovations qui ont un impact réel sur leurs utilisateurs et leurs utilisatrices. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission avec Beyond Words. C'est votre application Maria, une application qui nous permet de nous plonger en immersion dans l'apprentissage des langues étrangères. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Cheryl Jessica Isengay. Et vous êtes bien toujours dans l'école du futur, vous êtes au bon endroit sur ce plateau en compagnie de Julie Ranty, la CEO de Vivatech, et de Maria Lemura, la fondatrice de Beyond Words. Dans un instant, on parle justement de cette application qui nous plonge en immersion dans l'apprentissage des langues étrangères. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et on va parler d'une pratique saut 2022, j'ai envie de dire, une pratique photographique qui est devenue une des plus courantes depuis le développement du smartphone. Une photographie dont l'auteur est aussi le sujet, c'est presque la photographie dont on est le héros, et qui voit son nom intégrer le dictionnaire Oxford en 2013.
précurseur sur l'année, puisque le Robert le mettra à l'honneur en 2015. C'est le selfie. Le selfie, évidemment. Une pratique donc présente et reconnue par l'Académie, mais également présente dans le royaume sacré des librairies, avec un livre édité en 2015 chez Rizzoli, dont le succès peut-être nous empêche malheureusement d'y avoir accès dans nos librairies françaises. Je ne l'ai pas trouvé et j'en suis fort amère. Son titre, Selfish, son auteur, Kim Kardashian, bien sûr. Ce qu'il contient, 352 pages qui exposent 10 années d'autoportraits réunis par ses soins, dont les premiers exemplaires, dont les 500 premiers exemplaires sont partis en 1 minute, beaucoup plus qu'il n'en a fallu à son auteur pour faire une seule de ces 352 selfies. Selfie, ce mot apparu en 2002 en Australie, composé de self et du suffixe ie, qui est ce petit suffixe qui est attendrissant en anglais, qui permet de dire cutie, sweetie, selfie. Tout ça est très mignon. Autophoto en canadien, pratique généralisée en 2015, après l'apparition en 2003 de la caméra frontale sur les smartphones qui retourne le monde sur lui-même, au sens figuré en faisant le symbole de l'égocentrisme, au sens propre en faisant un symbole de l'anthropocentrisme avec ce selfie d'Akihiko Oshide, qui accompagne la tendance à la réelle fiction dont chacun, tout un chacun peut être le héros. Et absolument, ce qui nous donne évidemment de se revisiter la formule miroir, mon beau miroir. D'où viennent ces images qui me permettent d'être si belle? Ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être beau. Heureusement, Dieu inventa le filtre Instagram après. Justement, donc tu le dis, on ne peut pas parler de selfie sans parler de son ancêtre, le miroir, dont l'essayiste et critique d'art Marion Zilio dit qu'il s'agit d'un organe supplémentaire de l'homme. Évidemment, ça ne date pas de toujours. À l'aube des temps, qu'est-ce qu'on faisait pour se refléter? On mettait une fine pellicule d'eau dans un récipient plat et dans le calme le plus total, à l'ombre de toute vibration du monde, on cherchait à sonder son propre reflet avant qu'on puisse automatiser ces principes-là. Avec l'apparition du métal, à l'âge de bronze notamment, le cuivre poli venait miroiter les hommes dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ et notamment en Mésopotamie. Alors, comment est-ce qu'on passe historiquement de ce reflet dont tu nous parles au selfie d'aujourd'hui? Eh bien, on est en juillet 1839 à l'Académie des sciences, le bâtiment concave au bout de l'actuel pont des Arts à Paris. François Arago, scientifique et homme d'État, annonce à un public venu en foule que la France fait don à l'humanité, au monde, de l'invention révolutionnaire dont elle tient le brevet, la photographie, plus particulièrement le daguerréotype. Comme aujourd'hui, un peu, Apple annonce au monde l'arrivée du dernier iPhone. L'analogie n'est pas de moi, mais de Marion Zilio. En même temps que se développe justement la commercialisation massive des miroirs dans les espaces domestiques, se développe avec André Disdéry le portrait carte de visite, une technologie qui mêle plusieurs objectifs opérant quasiment simultanément, qui industrialise la représentation de soi. Un ancêtre un peu du photomaton qui permet d'essaimer donc ces petits fétiches de nous qui existent par consumace, ces avatars distribuables à merci. Ça veut dire que quoi que notre visage devient une carte de visite qu'on va s'échanger, et ça, on le doit au tout début de la photographie? Oui, comme la carte de visite, le visage les selfies de Kardashian, ils se partagent, ils s'échangent. Et au-delà encore, son visage devient un produit commercial qui circule, qui brille, un peu comme ces pièces d'or de jadis avec les profils pictures, les têtes de profil de nos rois. Ceci est mon capital visibilité. Laissez-moi devenir votre coach en self-branding. C'est la suite logique et maléfique de ce visage devenu visage roi qui n'a pas toujours été ainsi. En effet, le visage est un peu une construction en termes de représentation. Il était grand absent des sculptures paléolithiques, il était grand absent des sculptures archaïques, grecques, notamment cycladiques. Le visage a mis du temps à s'élever comme symbole de l'homme. Le portrait ne devient en effet un genre à part entière qu'avec l'humanisme, le développement de l'humanisme à la Renaissance et des artistes tels que Titien, avant de devenir donc ce symbole de l'individualisme bourgeois au XIXe siècle, avec ces daguerréotypes dont on parlait. Ouais, sauf que de l'art de l'autoportrait à l'obsession de soi, il n'y a qu'un swipe, si j'ose dire. Mais oui, aujourd'hui, on est fou de soi. On est littéralement fou de soi. Kim est folle d'elle-même. Quand la photographie amateur au XIXe siècle, elle induisait des tirages limités, le web, c'est une société du flux, de la reproduction, comme il n'y en a jamais eu
dans toute l'histoire des représentations, augmenté d'autant plus par la transition d'un web dit de documents à un web de personnes. 316 millions, plus exactement, de personnes qui sont abonnées aux apparitions de la Kardashian, les likant, les viralisant, les commentant, les jalousant, les copiant, les détestant, les adorant, les oubliant. On est fou de soi, fou au sens premier. Et avec le danger qui va avec, le danger de la noyade, celui qui a fait que Narcisse, ce personnage de mythologie représenté par Caravage, est mort d'avoir voulu embrasser son reflet. Mythe, donc, qui est un présage d'un fait nouveau, la mort par selfie. Fameux phénomène moderne. Absolument. De 2008 à 2021, 379 au moins morts par selfie, c'est terrible. Une accélération évidemment depuis 2021, une mort par semaine arrive dans le monde à l'occasion d'un selfie. Alors, faites attention. Exactement, oui. Faites attention, vous ne verrez plus jamais les selfies de la même façon. Après cette chronique, en effet, avec toi, Jeanne, c'est passionnant ce que tu nous racontes là, parce que, ok, on le savait déjà un peu, oui, ce web 2.0, on verra ce qu'il en est du web 3, Julie, certainement à Vivatech, mais pas que. Ce web 2, c'est un peu l'amour de notre reflet, c'est du personal branding, à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois dans d'autres formes d'expression du web. Est-ce que justement avec le Web 3, dont on va pouvoir toucher quelques clés ou ouvrir quelques portes à Vivatech, on va entrer dans une ère d'un web plus communautaire, d'un web plus partageur, plus partagé, où on évite finalement de tomber dans les travers de ce Web 2 et d'être des narcisses 2.0? Le Web3, ça permet effectivement à chacun de reprendre le pouvoir de ses données et d'être plus en contrôle des traces qu'il laisse sur le web. Après, on peut tout à fait imaginer des tendances narcissiques de son avatar, je pense, dans le Web3. Et le temps qu'on passe aujourd'hui à se regarder dans le miroir, à regarder son propre reflet ou à diffuser sa photo sur le Web 2, je pense que ce travers humain pourra se retrouver dans le travail de son avatar dans le Web 3. Et de la fusion des identités réelles et des identités virtuelles. Exactement. Ça te promet une très belle chronique sur les selfies des avatars dans le métavers. Je vois bien cette inception de thématiques avec toi pour une prochaine chronique. Maria, vous ne prendrez plus jamais de selfies de la même façon, j'imagine, désormais. Je vais y réfléchir. Allez, je ne vous propose pas un selfie pour la deuxième partie de cette émission, mais plutôt une immersion dans les langues vivantes grâce à la réalité mixte et à la réalité virtuelle. Et c'est justement l'application de Maria qui nous permet de le faire avec Beyond Words. Et oui, parce que selon le baromètre EPI, la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais notamment, la France n'est pas très bonne élève, on ne va pas se mentir. Elle se classe 24e en Europe sur 35 pays en tout. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux apprendre les langues vivantes, mieux aborder leur enseignement? Comment le numérique joue une carte en la matière? D'abord, Maria, vous êtes partie d'un constat, vous êtes vous-même traductrice de profession, les langues au pluriel, vous les maîtrisez parfaitement. Quel constat avez-vous fait? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la façon dont on apprend les langues en France? Souvent, il y a un manque de mise en contexte de ce qui est enseigné. Donc, une fois terminé mes études en traduction, je suis passée au domaine de la formation et je me suis vite rendu compte que les Français connaissent souvent les règles de grammaire, mais ne savent pas les appliquer dans un contexte pratique, surtout chez les adultes. Donc, il manquait vraiment des exemples, des cas concrets pour voir quand il faut employer un temps plutôt qu'un autre et quel est le vocabulaire adapté pour certains types de contextes. Et pour pouvoir donner du concret, vous vous êtes dit que finalement l'immersion c'était encore la meilleure des solutions. Aujourd'hui c'est possible, justement grâce à la réalité virtuelle et aux réalités mixtes. Comment ça fonctionne exactement dans Beyond Words? Donc c'est une application qu'on a développée en partenariat avec une entreprise néo-zélandaise qui s'appelle Immerse Me. Ça marche très simplement par scénario interactif. Il y a plus de 3000 scénarios disponibles en fonction de contextes spécifiques. Donc on peut être dans un hôtel ou dans une place
plein de gens ou dans une école où on peut même passer un entretien de travail. Et on a une personne en face de nous qui nous pose des questions. On peut décider de répondre en lisant des questions en fonction du niveau de départ. C'est pour ça qu'un test d'évaluation initiale est quand même fondamental pour ne pas être perdu dans les niveaux. Et en fonction du niveau de difficulté, si on va répondre avec une bonne prononciation, la personne va continuer le dialogue avec nous jusqu'à arriver à la fin du parcours. Donc, arriver à retrouver le restaurant qu'on cherchait ou passer l'entretien de travail jusqu'à la fin. Et si par contre on fait des fautes de prononciation, la personne en face de nous va nous dire « Je suis désolée, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter ?» Et ça permet vraiment d'avoir un cas pratique, donc de voir vraiment comment ça marche, comment ça se passe et d'avoir moins peur lorsqu'on va effectivement rencontrer des gens qui parlent la langue qu'on est en train d'apprendre. Oui, bien sûr, c'est la preuve par l'exemple. Et c'est vrai que quand on a une interaction dans une langue étrangère directement et qu'on vous dit « I'm sorry, but I don't get it », forcément, on reformule directement de son côté et ça permet d'aller plus loin. C'est ce qui nous manque peut-être parfois, Julie. Alors, on prend l'exemple évidemment d'apprentissage des langues avec la réalité virtuelle avec Maria sur ce plateau, mais oser, c'est ce qui nous manque parfois un peu dans cet écosystème. Oui, enfin, clairement. Après, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur les rôles modèles ou les nouveaux outils qui se lancent ou les effets de réseau qui se créent, parce qu'il y a de plus en plus de réseaux qui se créent, ça permet d'apprendre à oser. Parce que justement, c'est une des choses à laquelle Beyond Words nous pousse finalement et nous encourage. Oser prononcer, parler, s'immerger dans cette langue. Ça veut dire que tous les apprenants, quel que soit leur niveau de départ, peuvent progresser avec cette méthode. Tout à fait, oui. C'est une application qui est disponible dès le niveau débutant, ce qui correspond au cadre européen au niveau A1, donc vraiment lorsqu'on apprend les leçons de base, jusqu'au niveau avancé. Donc oui, c'est adapté à n'importe quel niveau. Vous nous le disiez, vous nous le rappeliez, vous travaillez d'ailleurs toujours avec une start-up néo-zélandaise pour mettre au point le côté immersif de l'application. Comment est-ce que vous avez basé ces recherches et articulé ce travail avec cette start-up en particulier? Vous travaillez avec des pros, des scientifiques aussi de la VR. Vous avez pu étudier, regarder quelles étaient aussi les fonctionnalités que cette immersion générait finalement dans nos cerveaux? Oui, tout à fait. On a une équipe pédagogique qui a beaucoup voyagé, au-delà d'être spécialisée dans la pédagogie, qui a donc identifié des besoins dans plusieurs contextes et identifié surtout les fonctionnalités qui manquaient, surtout concernant la prononciation dans les applications en e-learning, qui sont souvent basées sur la compréhension écrite ou compréhension orale, mais pas trop sur la production. Et à partir de ce point-là, on a élaboré des scénarios et on a présenté effectivement avec cette entreprise nos besoins. Et ils les ont mis en pratique avec le côté technique qui est donc la capture des photos pour en faire ensuite un scénario en réalité virtuelle et la construction des phrases qui sont basées sur les accents, sur le rythme, sur la vitesse. Et chaque scénario dure combien de temps? On va voyager en immersion dans cette langue étrangère pendant des sessions de 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure? Non, en réalité, il s'agit de scénarios beaucoup plus courts parce que surtout pour les publics qui ne sont pas habitués à l'utilisation d'un casque en réalité virtuelle, il ne faut pas avoir des séances trop longues. Donc, on encourage vraiment à planifier des séances de 20 minutes avec des pauses de 10 minutes. Donc, un scénario dure de 30 secondes jusqu'à 2 minutes maximum. Comme ça, on a la possibilité de changer les scénarios et d'avoir des mises en situation différentes et surtout faire des pauses, surtout si c'est la première fois pour le casque à réalité virtuelle. Et on varie au maximum les situations auxquelles on va être confronté. Vous travaillez avec qui principalement? Des organismes de formation professionnelle, des écoles directement? Puisqu'on a nous-mêmes le statut d'organisme de formation, on fournit nous-mêmes l'outil pour les personnes qui le demandent. C'est assez surprenant parce qu'on l'avait plutôt conçu pour le B2B, donc pour les entreprises. Et pourtant, ça a énormément de succès chez les particuliers, puisqu'on est aussi référencé sur mon compte formation. Donc on a de plus en plus de demandes de particuliers qui souhaitent adopter cette solution. Et donc oui, on est en train de se rendre compte que le public qu'on avait initialement envisagé est en train de changer. Donc oui, c'est pour les deux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, un rapport de la Brookings Institution qui était intitulé « Un tout nouveau monde, l'éducation rencontre le métaverse », je fais un clin d'œil à Julie en même temps, explorer les possibles justement de ces futurs mondes virtuels pour favoriser avant tout l'apprentissage et les immersions linguistiques. Ça va vous parler, ça, Maria. Ça veut dire quoi? Qu'il faut gamifier l'enseignement des langues? Oui, en quelque sorte, oui. Sans pourtant oublier que apprendre une langue reste quand même une étude, donc pas hyper simplifiée, mais rendre plus simple la compréhension pour ensuite l'appliquer sans enlever de l'importance à ce qu'on fait, qui est quand même un apprentissage qui demande du temps, de l'investissement et de l'implication. Et oui, la gamification peut aider en effet. Et le métavers éducatif, c'est quelque chose qui pourrait être en développement à venir pour Beyond Words? Oui, tout à fait, oui. On est déjà en train d'y réfléchir, oui. Oui, ça fait partie de nos prochains projets. Donc, oui. Et justement, on va participer à Vivatech, mais en tant que participant, donc sans un stand, pour en savoir plus, pour rencontrer des entreprises qui s'occupent justement de ce domaine. Vous pourrez venir exposer les années d'après quand vous aurez justement le métaverse éducatif. Avec grand plaisir. À Vivatech. C'est vrai que c'est un des enjeux particuliers du métavers. En fonction de l'entreprise ou de la plateforme qui utilise le terme, forcément, il y a aussi des façons de le monétiser qui vont être différentes, des enjeux aussi qui vont être différents en taille d'utilisateurs et utilisatrices possibles. Mais les enjeux éducatifs du métavers, c'est une véritable question qu'on se pose. Comment marier justement EdTech et univers immersif virtuel? C'est une des choses qu'on va explorer évidemment à Vivatech. Oui, il y aura des exemples et dans le luxe et dans l'éducation de comment est-ce qu'on apprend, comment après ça pose plusieurs questions, c'est l'équipement, l'accès au casque, après ça pose aussi la question de la gouvernance, quelles sont les règles qu'on fixe dans un métaverse pour que ce soit un univers très sécurisant pour tous les enfants qui s'y connecteraient, et après quels sont les formats effectivement plus ludiques ou de partage avec d'autres apprenants en simultané qui peuvent renforcer l'expérience. Et puis, ça c'est plus globalement, c'est indépendamment du métaverse, mais utiliser l'intelligence artificielle dans l'apprentissage permet de largement personnaliser les parcours et d'avoir un suivi beaucoup plus précis en fonction de ses propres besoins et de sa manière d'apprendre. Et où là, le digital apporte énormément à l'apprentissage. Le sur-mesure, justement, dans cet adaptative learning, dans ces méthodologies d'apprentissage, de mieux apprentissage d'ailleurs, c'est évidemment des domaines que vous regardez, Maria. Oui, l'individualisation du parcours est vraiment fondamentale parce que déjà, on a des types de mémorisation différents, ce qui fait qu'on ne va pas apprendre le même contenu de la même façon. Mais aussi les objectifs, surtout chez les adultes, changent. Donc, il faut vraiment viser à un parcours sur mesure à 100%, pour que surtout l'adulte qui s'investit dans une formation qui va prendre du temps au-delà du travail, du timing qui existe déjà, voit l'intérêt direct de ce qu'il fait, ce qu'il ou elle apprend. Il faut que ça soit vraiment concret, direct et sur mesure. Oui, du tangible, du concret, encore une fois, avoir de l'impact. On en revient au tout début de notre conversation avec Julie notamment. Ça veut dire quoi? Que les besoins pour les métiers du futur, auxquels les enfants vont pouvoir aussi se familiariser à Vivatech, ces besoins, ils sont en train d'évoluer. Ces métiers aussi, encore une fois, 85% d'entre eux sont encore en cours de création. On ne les connaît pas et pourtant ils arriveront dès 2023. Dans ces métiers du futur, l'anglais prédominera toujours, ou il faut au contraire commencer à regarder d'autres langues pour pouvoir mieux maîtriser les langues vernaculaires de ces métiers de demain? Je crois que l'anglais aura toujours une importance primordiale dans n'importe quelle entreprise, mais en réalité, ça dépend vraiment du domaine dans lequel on souhaite travailler. On reçoit de plus en plus de demandes pour l'espagnol et pour le chinois, ce qui montre quand même qu'il y a une tendance qui est en train de s'installer. Et vraiment, en fonction du domaine des entreprises dans lesquelles on veut travailler et de l'entreprise qu'on veut créer, il y aura des marchés à privilégier plutôt que d'autres. L'anglais, ça va rester la langue vernaculaire de l'écosystème tech? L'anglais et le code. Quand on voit aujourd'hui le nombre de postes qu'il y a à pourvoir chez les développeurs, à la fois dans les startups, dans les grands groupes, c'est un énorme potentiel pour
les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont aujourd'hui en études, de se former à ça avec la certitude de trouver un job dès qu'ils auront leur diplôme. Allez, le futur, c'est déjà aujourd'hui et on le prouve justement avec Vivatech édition numéro 6 que vous pouvez justement suivre à la porte de Versailles, soit en vous présentant en présentiel dans les travées du Salon de Paris Expo, soit en ligne, puisque c'est également un événement hybride. Merci infiniment, Julie Ronti, d'être venue nous présenter en ce jour d'ouverture de Vivatech cette 6e édition. Merci à vous, Maria. Évidemment, merci d'être venue de Montpellier, où est installé évidemment les laboratoires de recherche de Beyond Words, votre application d'immersion pour un meilleur apprentissage des langues. Et puis, on pourra aussi faire des selfies à Vivatech. Moi, j'en suis certaine. Jeanne, si tu veux venir nous accompagner dans les travées du salon, on fera plein de selfies et on saura déjà beaucoup mieux les maîtriser. Merci infiniment, comme d'habitude, pour tes informations et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.